Je suis ici avec Serigne Mbacké Ndiaye, c'est l'auteur du livre Odyssée des migrants, édité chez Edil Livre en France. Serigne Mbacké Ndiaye, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Anna, c'est plutôt à moi de vous remercier de m'avoir invité. Voilà. Serigne Mbacké Ndiaye, sans tarder, je vais vous poser ma première question. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire un livre sur la migration? Écoutez, un peu le hasard aussi parce que je travaille ici au Sénégal. Mais malheureusement, comme vous le savez, souvent le salaire n'est pas aussi intéressant que ça. Donc j'ai décidé d'aller chercher ailleurs, notamment en Côte d'Ivoire. Et là, je me suis retrouvé confronté au problème des migrants. Donc j'ai estimé qu'il était de mon devoir quand même de jeter un regard critique, un regard constructif. Essayer de voir qu'est-ce qui motive finalement les gens à quitter leur pays pour aller chercher ailleurs. Donc, dans ces livres, c'est de votre histoire que vous parlez? Bon, disons que c'est une stratification d'expériences raconte. Les unes, je les ai vécues moi-même, les autres racontées par d'autres. Mais tout ce qui a été écrit dans le livre relève de la réalité. Rien n'a été inventé. Au début, vous dites que vous avez travaillé ici à Dakar, mais comme faute d'un bon salaire, c'est les raisons qui vous a poussé donc à partir vers l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que vous confirmez la règle selon laquelle on dit que la migration elle est souvent motivée par des raisons économiques ou il y a d'autres raisons, vu que vous avez eu à confronter d'autres expériences lors de votre périple. Absolument. Et là, j'ai fait une étude comparative entre la migration humaine et la migration animale. Vous savez que la plus grande migration humaine actuellement se trouve en Afrique. Ce sont les Africains qui partent vers l'Europe en passant par la Libye. La plus grande migration animale se passe aussi en Afrique. C'est celle des herbivores qui chaque année quittent le parc national de Serengeti en Tanzanie pour aller au Kenya, dans le Masai Mara. Chaque année, les animaux font 3000 km. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque les conditions de vie ne sont pas réunies, les bêtes comme les hommes quittent leur lieu naturel pour aller chercher un meilleur être ailleurs. Chaque année, vers le mois de mai, plus de 10 millions d'animaux, des herbivores, quittent Serengeti. Le parc national de Serengeti se trouve au sud de la Tanzanie et couvre une superficie de 14 767 km². Donc ils quittent Serengeti, passent par Sorenero, Grumeti, le Grand Corridor, traverse la rivière Grumeti, ensuite le Masai Mara, où il passe quelques mois avant de revenir vers le mois de novembre vers Serengeti. Ça veut dire que donc, lorsque les conditions ne sont pas réunies, hommes et bêtes ont les mêmes réflexes, ils quittent leur lieu naturel pour aller chercher un meilleur être ailleurs. Les hommes aussi, c'est la même chose. C'est parce que les conditions souvent ne sont pas réunies, soit pour des raisons sécuritaires, pour des raisons économiques, pour des raisons alimentaires, ou bien pour des raisons climatiques. Ils quittent leur pays, ou bien ils quittent leur air naturel pour aller chercher un meilleur être ailleurs. Et ils connaissent les mêmes difficultés que les animaux. Ça veut dire qu'ils sont confrontés à la faim, ils sont confrontés aux passeurs, ils sont confrontés aux animaux. Ça veut dire donc beaucoup partent, mais finalement, beaucoup aussi restent en cours de route. D'accord. Vous l'avez dit, beaucoup partent et beaucoup restent en cours de route, mais on voit que malgré les nombreux morts que cette migration occasionne, il y a toujours des jeunes qui sont prêts à prendre la route. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette situation-là? Je l'ai dit dans mon livre, ils partent malgré la conscience du danger, malgré la conscience du danger, malgré les risques de mort, mis paradoxalement par un réflexe de vie. Donc, ils sont conscients qu'ils peuvent trouver la mort en cours de route, mais pourtant c'est l'instinct de vie qui intervient, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus rester là où ils étaient. Soit parce que leur vie était en danger, soit parce que les conditions d'une existence normale, d'une existence naturelle, malheureusement ne sont pas aussi réunies. Voilà. Dans votre livre, vous pointez du doigt un problème très sérieux qui est la libre circulation des personnes et des biens. Et vous avez vécu, vous, puisque vous parlez de votre histoire, vous avez eu à vivre cette situation. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de ce problème de libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO? Effectivement, depuis les années 1960, on a parlé de balkanisation de l'Afrique, que les pays africains n'ont aucun avenir, vu l'émiettement du continent africain en état miniature. Donc, dès les années 60, s'est posé le problème du rassemblement des pays africains. Mais comment? À l'époque, certains comme Kwame Nkrumah, comme Patrice Lumumba, ont proposé les États-Unis d'Afrique. C'était possible à l'époque, parce que c'est comme si vous preniez de l'argile fraîche.
de l'argile liquide. Vous pouvez la modeler, vous pouvez en faire toutes les figurines que vous voulez. Mais plus de 57 ans plus tard, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, l'argile c'est asséché. C'est comme si vous prenez de l'argile asséché et que vous essayez de configurer, de fabriquer des figurines. C'est impossible. Aujourd'hui, les États-Unis d'Afrique ne sont plus possibles. Parce que tout simplement, les États se sont cristallisés, se sont solidifiés. Donc, il est possible de faire de petites structures comme la CEDEAO, comme l'UEMOA, comme la CEMAC. Donc je crois que c'est ça l'avenir de l'Afrique. Ce sont des petites structures, ce que c'est après les organisations en cercle concentrique. Mais il se pose un problème. C'est entre l'idéal, l'UEMOA, la CEDEAO, entre les textes, mais malheureusement, et la réalité sur le terrain. C'est complètement différent. Et là, nous l'avons vécu. Par exemple, quand vous quittez le Sénégal, à partir de Diboli, au Mali, jusqu'à la frontière ivoirienne, à Zégoua, vous avez près de 10 postes de contrôle. Des postes réguliers et des postes irréguliers. Vous êtes littéralement pressé par les policiers, les gendarmes, les militaires et les douaniers. Ça, donc, ils profitent de la situation de force de l'ordre pour presser littéralement tous les passagers qui passent par là. Et c'est l'organisation est extrêmement simple et très bien perfectionnée. Ça, donc ils jettent un tronc d'arbre au travers de la route. Ils obligent le bus à s'arrêter. L'un des policiers, des douaniers ou bien des militaires monte dans le bus, récupère toutes les pièces d'identité des passagers et demande à tout le monde de descendre. Ensuite, vous faites le rang. Et rappelez les noms lorsque vous êtes en règle. Parce que l'article 91, de l'article 91 à l'article 95 de la charte de l'UEMOA, stipule que tous les membres, tous les ressortissants des pays membres de l'UEMOA ont bénéficié de la libre circulation des personnes et des biens. Tout ce qu'on leur demande, c'est un document de voyage, un passeport et ensuite un certificat de vaccination. Dès l'instant que vous avez ces documents, vous voyagez librement. Mais malheureusement, sur le terrain, lorsque vous avez ces documents-là, vous donnez 1000 francs. Quand vous êtes en règle, vous donnez 1000 francs. Quand vous n'êtes pas en règle, vous pouvez donner jusqu'à 7 000, 8 000, jusqu'à 10 000 francs. Et que quand vous entrez dans ces postes de contrôle, c'est comme si vous étiez dans une banque. Ça, donc, celui qui est le plus gradé, qui gère la caisse. Et là, il y a des centaines, des dizaines de millions. Ça veut dire que ce sont des gens qui, vous avez l'impression d'être dans une banque. Et tout cela est trop bien organisé, trop bien structuré pour ne pas avoir une complicité dans la hiérarchie. Ça veut dire que ce sont les politiques eux-mêmes qui, en haut, signent des traités, mais en sous-main, finalement, détricotent tout ce qu'ils ont signé dans les salons officiels ou bien dans les centres de conférence. D'accord. Quand vous pointez du doigt cette corruption qui existe et qui, selon vous, est très bien organisée, bien hiérarchisée, est-ce que vous faites une dénonciation ou vous lancez une alerte vis-à-vis des autorités? Une dénonciation, bien sûr, une alerte pour les autorités, mais aussi surtout pour les petits commerçants. Parce que l'UEMOA, la CEDEAO, c'est certes les grandes entreprises, la Sonatel, Orange, toutes ces grandes structures qui sont inscrites dans les bourses, mais ce sont aussi surtout ces millions de petites gens qui, avec 100 000 francs, 50 000 francs, font du petit commerce et créent de la richesse et font vivre des centaines et des centaines de millions de populations. Donc c'est surtout ça, l'UEMOA, la CEDEAO, ces petits gens-là. Mais comment l'UEMOA, comment la CEDEAO peut réussir quand ces centaines de millions de petits gens qui participent au développement, à la croissance de la CEDEAO et de l'UEMOA sont littéralement pressés en bas par les postes de l'ordre, par les policiers, par les militaires et par les douaniers. C'est-à-dire que donc pas ceux-là même qui sont chargés de mettre en pratique ce que les officiels ont signé. Donc ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on parle de la carte de la CEDEAO, la carte d'identité de la CEDEAO. C'est surtout pour tirer un signal d'alarme. Tous ceux qui au Sénégal détiennent cette carte d'identité de la CEDEAO et qui croient que cette carte va leur servir à quelque chose, finalement se trompent. Cette carte ne leur servira à rien du tout. Parce que ce qu'on leur dit,
ce que leur dit leur politique et la réalité sur le terrain est diamétralement opposée. Donc la carte de la CEDEAO ne servira absolument à rien si la lutte contre la corruption n'est pas menée par les politiques. D'accord. Donc on vous sent bien pessimiste vis-à-vis de l'instauration de cette carte. Non, je ne suis pas pessimiste, je suis tout simplement réaliste. Je suis tout simplement réaliste. Parce que quand un policier m'a demandé mes pièces, je lui ai tendu mon certificat de vaccination. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je ne suis pas médecin, je n'ai pas besoin de certificat de vaccination. Tout ce qu'il voulait, c'est que je lui donne 1000 francs. Et quand un Sénégalais s'est mis à riposter, à contester la décision des policiers de lui soutirer son argent, qu'est-ce que le policier malien lui a répondu? Nous vous ferons subir ce que vous faites subir à nos frères maliens au Sénégal. Voilà ce qui est la réponse du policier. Cela veut dire que donc, la CEDEAO pour moi, formellement, c'est extraordinaire, mais sur le terrain, ça n'a aucun sens si malheureusement les textes ne sont pas accompagnés par une lutte contre la corruption des forces de l'ordre. D'accord. Autant au Mali qu'en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Voilà, on voit aussi que vous relatez les profits qu'engendrent les pays d'accueil des migrants. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'avec ça, que la migration ne profite pas seulement aux migrants, mais que ça profite aussi aux pays d'accueil? Que ça booste un peu l'économie des pays d'accueil? Les principales victimes de la migration, ce sont les migrants eux-mêmes. Ils racontent la faim, ils racontent la mort, ils racontent la désolation. Enfin, si je parlais par exemple, en Libye, vous savez que la Libye est un pays déstructuré. 1,6 milliard, c'est le chiffre d'affaires qu'a généré la migration en Libye en 2016. 1,6 milliard d'euros. Donc c'est une véritable économie. Je parle de la Côte d'Ivoire. En fait, pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est le principal pays de transit de la migration vers la Libye. Parce que quand le migrant quitte le Sénégal, le Mali ou bien le Burkina Faso, souvent c'est un migrant désenchanté qui n'a peut-être même pas assez d'argent pour aller jusqu'en Libye. Donc il est obligé de passer par des pays de transit. Faire 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans pour gagner de l'argent pour poursuivre sa route vers la Libye. Or, quel est le pays idéal pour trouver un peu de travail? Ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas le Mali ou bien le Burkina Faso, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, pratiquement tous les migrants de l'Afrique de l'Ouest passent d'abord par la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu que j'ai accompagné pas mal de Sénégalais qui allaient vers la Libye. Parce que tout simplement, je voulais moi-même vivre l'expérience, essayer d'écrire mon livre. Donc, des millions et des millions de migrants passent par la Côte d'Ivoire, font 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps de réunir de l'argent pour passer vers la Libye. Et ce sont ces migrants-là qui détiennent en main la politique économique de la Côte d'Ivoire. Je le démontre dans mon livre. Tous les secteurs actuellement, tout l'immobilier, le secteur informel, tout ça est entre les mains des migrants. Je le démontre dans mon livre. Si aujourd'hui, demain, des immeubles s'élèvent vers le ciel ivoirien, les nationaux devront dire merci aux migrants. Parce que ce sont les migrants qui travaillent actuellement en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est le principal pays qui profite de la migration vers la Libye. D'accord. Une dernière question, Serine Makine, concernant ce livre. On voit que dans votre... Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que vous n'êtes pas allé au bout de votre route. Hein, vous n'êtes pas allé jusqu'en Europe. Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer? Non, mon but n'était pas de partir en Europe. Mon but était de partir en Côte d'Ivoire pour essayer de trouver un meilleur être. Mais pas de partir en Libye. Donc, mais quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je me suis retrouvé confronté. J'ai été... Comme on dit, dans le bain. Je me suis immergé dans l'univers des migrants. J'ai vu qu'à la Daïra Mouride, il y a là-bas 200 Sénégalais. Et je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup d'entre eux ne rêvent que de partir en Libye. Parce que j'ai eu à recueillir leur confiance. J'ai eu à accompagner certains dans les stations de bus pour qu'ils partent en Libye. Donc de tout ça, j'ai été immersé dans l'univers des migrants. Donc de tout ça, j'ai tiré des expériences, j'ai tiré de la matière pour écrire ce livre. Donc voilà, qu'est-ce que vous répondez ou qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes Sénégalais qui veulent prendre la route pour aller vers la migration? Quel conseil est-ce que vous leur donnez? Est-ce une initiative à prendre ou non? Aujourd'hui, ce que je voudrais surtout dire, c'est que vous savez, dans les années 1990, une expression est sortie,
dans le quotidien de tout le monde, la mondialisation, la globalisation, la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, c'est l'effet contraire. Aujourd'hui, on parle de reflux, de réflexes identitaires et centrifuges. Aujourd'hui, tous les pays sont confrontés à un problème. Tous les pays européens se balkanisent. Donc, des Sénégalais sont expulsés de partout, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne. C'est le réflexe identitaire qui joue actuellement en Europe. Donc, l'avenir pour les Sénégalais n'est plus de rentrer, n'est plus de partir. Pour moi, l'avenir des Sénégalais se trouve ici au Sénégal. Nous avons assez de ressources, le pétrole, le gaz, tout ce qu'il faut, c'est lutter contre la corruption, une bonne gouvernance pour permettre aux Sénégalais de vivre. Parce que le milieu naturel des Sénégalais, c'est le Sénégal. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs, donc nous avons tout ce qu'il nous faut ici. Seulement, il faut lutter contre la corruption et asseoir une bonne politique de bonne gouvernance qui permet à tout le monde de vivre normalement. D'accord. Voilà, Monsieur Serigne Mbacké Ndiaye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Odyssée des migrants, édité chez Edi Livre en France. Merci beaucoup. C'est moi que vous remercie, Anna. Voilà. Une question, ça n'a rien à voir avec le livre. Est-ce que vous pouvez me dire un peu les problèmes auxquels sont confrontés les écrivains sénégalais lorsqu'ils veulent éditer leurs livres et tout ça, dans l'édition de leurs livres? Donc le premier problème, c'est donc après l'écriture, c'est d'abord l'édition. Trouver un éditeur. Et là, croyez-moi, elle a bannière. Il est absolument impossible aujourd'hui de trouver un éditeur si on n'a pas de l'argent. Parce qu'actuellement, tout est payant. Avant, il suffisait d'écrire un bon livre et c'est l'éditeur qui se charge de tout. Maintenant, vous devez écrire le livre, trouver un éditeur, ensuite faire vous-même la promotion et la diffusion du livre. Finalement, tout ce qui relevait de l'éditeur, finalement se retrouve sur les épaules de l'écrivain. Donc c'est lui, de mot en aval, c'est l'écrivain qui fait tout. L'éditeur ne fait que finalement récolter les fruits. Est-ce que c'est un métier qui rapporte l'écriture? En tout cas, en ce qui me concerne, je dirais non. Donc mieux vaut écrire et trouver un autre travail. D'accord, on a compris. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Au revoir. Ah oui, également. Merci beaucoup. Merci Anna, merci jërëjëf.